Françoise Mallet-Joris, quand on essaye de considérer de façon panoramique tous ces livres qu'on vous doit depuis le début de votre parcours, on a l'impression d'une espèce de vaste aventure aux épisodes très diversifiés et où quelquefois un livre chasse un autre ou un livre veut contrebalancer un autre. Comment est-ce que cette diversité s'est réalisée? Mais je n'ai pas l'impression, moi, personnellement, d'une telle diversité. C'est plutôt qu'un livre n'est jamais terminé. Alors, j'ai une certaine tendance à reprendre un épisode, même très peu important, qui est dans un livre précédent, et à le développer, parce que si je les avais tous développés au fur et à mesure qui me venaient à l'esprit, alors ça ferait un livre énorme. Il y a eu toute une période pendant laquelle j'étais très optimiste, et je pensais qu'un jour, j'écrirais peut-être un livre de 1000 pages. Mais mon optimisme a un peu baissé. Un petit peu. Il y a divers mystères, Mallet-Joris. Le premier, c'est les débuts, enfin les débuts romanesques, j'entends, puisque la poésie a précédé. Il y a ce premier roman, qui a d'ailleurs fait beaucoup de bruit à l'époque, mais surtout qui frappe par le fait que vous l'écrivez très jeune, avec, c'est en tout cas ce que le lecteur ressent, le sentiment de savoir quel est à la fois votre propos et votre manière. Comment est-ce qu'une telle sûreté a surgi de manière aussi précoce? Mais je ne sais pas, là, si vous voulez, le sujet principal était quand même assez simple. Et j'ai moins ressenti au début, parce que ça n'a fait que croître, ce sentiment qu'il y avait des personnages secondaires qui auraient peut-être été tout aussi intéressants et que j'avais envie de développer. Moins, vous voyez. Et en plus, je n'avais pas l'impression de faire quelque chose qui aurait une suite ou une conséquence, ce qui donnait une grande liberté d'esprit, parce que je ne me rendais pas du tout compte que ça allait faire le moindre bruit. Et moi, j'avais vu ça sous un angle qui n'était pas spécifiquement homosexuel, mais qui était le rapport d'un enfant avec un adulte, qui sont aussi deux espèces très différentes. Mais je voyais cet affrontement qui n'était pas entre deux adultes, qui était entre un enfant et un adulte, et c'est au fond un sujet très simple, c'est un sujet qui est presque un sujet autobiographique, parce qu'on a toujours été enfant et on n'a pas toujours été très, très liés avec les adultes, on n'a pas senti que c'était la même espèce. Il me semble que alors c'est allé assez facilement, puis une fois qu'on a fait le premier pas, après ça s'arrange. Et ce premier livre qui s'appelle Le rempart des Béguines contient déjà dans son titre un mot qui est béguine, qui est un mot quand même très porteur de différentes choses, oui. Mais en particulier d'un ancrage, c'est-à-dire vous l'écrivez d'où vous êtes aussi, vous êtes encore en versoise à ce moment-là. Oui, je suis toujours anversoise de cœur quand même, mais c'est une rue qui existe à Anvers, enfin qui existait au moins quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, qui s'appelle le rempart des Béguines, Beuchenwest. Bon, je trouvais que c'était euphonique et puis que ça faisait rêver un peu. C'était à la fois une rue qui était là, qui est d'ailleurs une rue tout à fait banale, et puis par son nom, elle vous emmenait ailleurs. Et cette idée même de la béguine pose aussi la question de la femme dans la société. Oui, et certainement. Cette idée de la femme dans la société, je pense que c'est un des fils continus de votre travail, même s'il n'est pas programmatique. Oui, c'est pas intentionnel, mais il vient toujours un moment où la femme qui se trouve plus ou moins au centre du roman se trouve dans une situation dans laquelle aucun homme ne pourrait se trouver. Et par là même, elle se définit. Mais vous-même, vous êtes foncièrement une révoltée. Est-ce que vous vous sentez comme telle?
Oui, je le sens, seulement ça ne sort pas. Je veux dire que ça ne sort que dans l'écriture, parce que Mais au c'est contraire, l'essentiel. dans les personnes qui me connaissent, me considèrent en général comme d'un caractère doux et commode. Oui. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est seulement que je n'arrive pas à extérioriser autrement que par le truchement d'une histoire, d'un personnage, d'une phrase, mais d'une phrase écrite. Ce qui en moi se révolte. Je ne suis pas capable, par exemple, d'écrire un article en disant il se passe en ce moment telle et telle chose et voilà mon opinion. Je ne suis pas capable de faire ça. Il faudra que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise pour moi. Oui, mais les autres le disent dans vos romans. J'espère qu'ils le disent. Et dans des romans qui sont très nombreux, qu'on ne peut pas évoquer tous. Mais si on prend un roman qui a eu un grand retentissement parmi d'autres, comme L'Empire des Lumières, par exemple, on voit bien là qu'il y a l'Empire céleste plutôt. Il y a un portrait-charge, non pas de quelques individus, mais de toute une société. Oui, c'est vrai. Oui. Là, c'est un tableau de groupe, si j'ose dire. Et je ne m'y risque pas tellement facilement parce que c'est très difficile. Alors, il y avait un moment, c'était plus dans mes débuts, si vous voulez, où je mettais une grande feuille de papier devant moi et alors je dessinais des petits bonshommes schématiques pour quand il y avait plusieurs personnes dans une pièce, pour les faire parler tour à tour et ne pas en oublier un qui serait resté là comme un mannequin. Et je faisais ça. Maintenant, je ne le fais plus. Quelqu'un a Je dit... faisais des plans aussi. Et maintenant, je n'en fais plus. Mais c'est parce que l'écriture, vous lui faites entièrement confiance. Je fais plus confiance. Je ne sais pas si je ferai jamais entièrement confiance, mais plus confiance qu'avant. Et que je pense aussi que quand on n'est pas maintenu dans un plan préétabli, il vous vient des idées qui ne viendraient pas si on se tenait à son plan. Mais écrire, c'est quand même tenter de se tromper peut-être un peu moins que les autres. On espère, mais je ne suis pas toujours optimiste. Le livre de 1000 pages, c'était un sommet. C'est intéressant de voir revenir cette idée du livre de 1000 pages. Vous avez une grande confiance dans le roman. Vous êtes une romancière foncière. Confiance dans la fiction. Oui, c'est ça. Parce que je crois qu'elle n'est pas innocente, qu'elle ne l'est jamais, et que les gens qui lisent de préférence ou écrivent de préférence, même des romans d'aventure, disent quelque chose que peut-être ils ne veulent même pas dire. Mais il y a toujours quelque chose qui est dit à travers un livre. C'est l'image dans le tapis. Il y a toujours ça. Mais est-ce que ce qu'on essaye de faire passer, est-ce qu'on y réussit? Est-ce qu'on ne peut pas faire passer une chose tout à fait différente, voire contradictoire? C'est possible aussi. Vous parliez tout à l'heure d'images dans le tapis. Il y a aussi la question du souterrain, du jeu du souterrain. Oui. Quand vous racontez quelque chose, est-ce que vous ne cherchez pas d'être à la fois en surface et en sous-sol, et même un peu aussi à ciel ouvert? Oui, mais quelquefois aussi, je m'aperçois que je suis en sous-sol sans l'avoir voulu. Et mon propre récit, si vous voulez, me dit à moi-même des choses que je n'ai pas voulu dire ou dont je ne suis pas consciente. Donc il y a une auto-révélation aussi. Vous êtes un écrivain de langue française, d'origine belge, précisément flamande, très intégré dans la littérature française d'aujourd'hui, membre de l'Académie Goncourt, etc. Et vous n'avez jamais rien renié. Hein. On ne peut pas dire que vous ayez un jour jeté votre identité d'origine par-dessus les moulins. Non, au contraire. Vous avez l'impression d'être une importatrice ou une exportatrice? Ah, je ne sais pas, ça c'est la question difficile. Je circule sans cesse de l'un à l'autre, alors ça m'est difficile de dire. Mais j'ai eu une période quand même, je réponds un peu de travers parce que je ne peux pas répondre très bien à cette question, mais j'ai eu une période quand même où j'étais très fascinée et très comme
Oui, très, très influencé par le roman français, ce qu'on appelle le roman français. Vous savez, La princesse de Clèves, Adolphe. Et alors, pendant que j'étais en train d'écrire, alors que j'ai plutôt une tendance baroque, Mhm. au fond, quand je me laisse aller. Et alors, je me disais, oh, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Oh, le vrai roman français, c'est pas ça. Et j'étais un peu comme à l'école, vous comprenez, où on se dit, ça, on peut le dire, mais ça, on ne peut pas le dire. Et ça a duré pendant une bonne période. Et puis, ça s'est un peu effacé comme si, au fur et à mesure du temps que je passais en France, le respect est un peu Mhm. passé et l'amitié s'est faite plus cordiale. Mhm. Et ça donne alors un livre comme par exemple Ces démons dans la ville où... Ah oui, c'est carrément plus euh, du tout ouais. Adolphe. Oui, 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 pas du tout. Oui. Oui, oui. Non, plus du Et tout. où beaucoup de choses se résolvent, pas se résolvent, mais se rassemblent, qui ont parcouru votre travail jusque-là. Oui, certainement. Et comme Oui, si ça avait été rendu possible par cette secousse terrible qui s'est produite en Belgique au cours des années oui, oui, 90. on ne pouvait en parler que en écartant tout ce qui était influence et en écartant euh, tout ce qui était un peu trop propre, un peu trop rangé, un peu trop géométrique, comme est le roman français classique. Plus maintenant, mais il l'a été. Mhm. Et la tentation autobiographique, vous en êtes, je dirais pas gardé, mais vous avez beaucoup circulé autour de cela. C'est des Euh, petits bouts, c'est seulement des petits bouts oui, oui, c'est ça. Oui. d'autobiographie, oui, parce que j'avais pas du tout envie de faire une autobiographie, elle aussi classique, où on commence par dire je suis né à Anvers, Mhm. etc. Non, d'autant plus que je n'ai aucune mémoire chronologique. Alors je peux très bien vous dire il y a 10 ans que ça s'est passé, et il y en a 5, ou il y en a 3, ou il y en a 20. Mhm. Donc je n'ai pas cette facilité d'une très bonne mémoire, parce que ce n'est que les choses qui me frappent que je retiens. Mhm. Alors il y a des périodes où on n'est pas frappé par rien, et victorienne, voilà, même dans les vies actuelles, il y a des périodes victoriennes. Mhm. Alors vaut mieux les oublier. Et alors, ça vous a amené à écrire une autobiographie comme une vigne vierge qui tourne autour d'une biographie de quelqu'un d'autre. Voilà, mais j'avais commencé tout à fait par Marceline Desbordes-Valmore. J'avais tout à fait, parce que c'était une personne qui m'était sympathique, parce que je m'étais dit aussi, il y a là un peu une injustice, parce que Marceline Desbordes-Valmore, c'est aussi bien que Lamartine. Mais Lamartine, on sait quand même qui c'est. Je ne dirais pas qu'on le lit encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais enfin, on sait quand même qui c'est. Mais c'est aussi parce qu'il a été un homme politique, parce qu'il rencontrait beaucoup de monde, parce qu'il a eu une action dans l'actualité, enfin, de son temps. Et tandis que la pauvre Marceline, tout le temps envoyait des petits articles aux journaux pour ramasser 3 francs, elle n'a pas du tout eu cette image. Voilà, Lamartine, il a une image. Marceline Desbordes-Valmore, elle n'a pas beaucoup d'images. Alors, comme j'ai tendance à ne pas avoir moi-même beaucoup d'images, ou du moins à la dissimuler aussi bien que je le puis, j'avais une sorte de fraternité avec ce personnage. Alors j'ai commencé à en parler. Et puis, ayant commencé à en parler, de temps en temps, je me suis un peu mis en scène moi-même. Je me suis dit, c'est comme moi, mais c'est pas tellement de l'autobiographie, ça. Hein. Est-ce que Si. vous adopteriez la formule mes livres témoignent pour moi? Oh non, parce que ça a l'air de dire qu'on est sûr que ces livres resteront. Or, on n'est pas du tout sûr que les livres resteront. Les siens, enfin.